Alors, étudiant de licence 1, rebonjour à toutes et à tous. Je suis dans mon cours sur l'histoire politique du 19e siècle il me reste à vous traiter devant vous la troisième partie dans laquelle je vais me questionner sur une convergence en fait politique, voir si tous ces modèles que je viens de vous décrire dans les premières parties, première et deuxième partie, ne convergent pas vers un modèle démocratique. Mais vous verrez que j'y mettrai des limites. Alors je vous montre le plan et le vocabulaire mobilisable pour cette troisième partie. Et je commence sans plus tarder par vous évoquer les grandes conquêtes démocratiques qu'il vous faut retenir dans ce 19e siècle. La démocratie directe, pour commencer, j'avais un petit peu esquissé la question dans le grand 1, c'est-à-dire en fait le pouvoir du peuple sans médiation de représentants, tel qu'on va retrouver dans une démocratie parlementaire, dans une démocratie représentative, reste très largement du domaine de l'utopie. Alors c'est souhaité par les socialistes, par exemple, qui voudraient cette démocratie directe. C'est souhaité également par d'autres, plus marginaux, mais on ne la retrouve quasi nulle part. Ça serait, si vous voulez, la Suisse qui s'apparenterait le plus à ce modèle. Elle s'essaie partiellement à celui-ci avec le recours périodique à des référendums dans le cadre des cantons suisses, mais le phénomène reste mineur et même dans le cas suisse, on peut par certains biais contester le fait qu'on a une véritable démocratie directe, pleine et entière, reposant sur la souveraineté populaire, ne serait-ce que parce que, mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres, les femmes n'y participent pas. On le verra tout à l'heure dans le deuxième point, dans le petit 2. En fait, c'est la démocratie indirecte, c'est la démocratie représentative qui s'impose progressivement, mais s'impose assez largement. Et c'est l'idée que je voudrais ici vous faire retenir dans le second 19e siècle. Le suffrage universel masculin, qui en est le principal vecteur, je dirais, est adopté dans plusieurs pays européens. Et d'ailleurs, il a commencé à l'être dès le premier 19e siècle, à la suite d'un certain nombre d'États des États-Unis d'Amérique. C'est l'élection d'Andrew Jackson au début des années 1830 aux États-Unis d'Amérique, étudiée entre autres par Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, qui va un petit peu, si vous voulez, donner le mouvement aiguillonné des États européens pour faire de même. Alors, c'est la France, en 1848, avec la Deuxième République, qui met ce système en place. Le suffrage universel masculin est adopté par un décret du 2 mars 1848. La Suisse également, après une lutte entre des cantons conservateurs et des cantons démocrates et libéraux, adopte également dans sa constitution ce système. C'est la Grèce qui va l'adopter en 1864, le suffrage universel masculin. Donc c'est l'Empire allemand qui l'adopte en 1871. Ne jamais oublier, on présente l'Empire allemand comme autoritaire, que Bismarck est une forme de révolutionnaire blanc, c'est-à-dire, j'entends par blanc conservateur, en ce sens que pour désamorcer des critiques qui montent du monde ouvrier et de formations politiques, comme le SPD, qui est créé dans les années 1870, on va accorder un certain nombre de droits sociaux, mais également de droits politiques au peuple allemand, dont le suffrage universel masculin, donc dès 1871. Et au lendemain d'une révolution, la révolution de 1905, c'est la Russie. La Russie également, ne pas l'oublier quand même, c'est une autocratie, mais il y a une forme de suffrage universel masculin très contrôlé, très encadré, et les élus ont très peu de prérogatives, très peu de moyens, mais il existe. Alors d'ailleurs, ça me permet une petite incise, dans un certain nombre de ces États, et ça vaudrait aussi, si vous voulez, antérieurement
pour le régime de Napoléon III, le Second Empire, on pourrait presque utiliser le terme de démocrature. Alors, il est anachronique, c'est qu'on parle de démocrature aujourd'hui pour la Russie de Poutine, ou bien encore pour la Turquie d'Erdogan, mais d'une certaine façon, un certain nombre d'États du XIXe siècle sont déjà des démocratures, c'est-à-dire des formes de pouvoir très très autoritaires, mais assis sur le suffrage universel, à l'époque masculin. Alors, parmi les conquêtes démocratiques, et ça c'est un élément très tangible, si vous voulez, je l'évoquais dans le Grand 1, l'instauration de constitutions, des constitutions qui établissent, garantissent les grandes libertés. Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté religieuse, liberté de presse, éventuellement même, parfois ça n'est pas constitutionnalisé, liberté de pouvoir s'associer. Toutes ces libertés sont garanties par des textes et parfois même constitutionnalisées. Donc ça, c'est un élément très très important et au fil du XIXe siècle, de plus en plus d'États se dirigent vers ces modèles politiques, les États copiant ce qui leur paraît fonctionner et copiant les deux grands modèles occidentaux que sont d'une part le Royaume-Uni et de l'autre la République française. Et par-delà l'Atlantique également, bien évidemment, ce troisième très grand autre modèle qu'est la République des États-Unis d'Amérique. Alors, après cette généralité, qui est le mouvement à retenir, bien évidemment, d'ensemble, cette direction, cette convergence de modèles politiques et démocratiques, eh bien, il me faut voir maintenant avec vous, pour conclure, dans une dernière sous-partie, la deuxième de ce grand 3, que les conquêtes démocratiques ont des limites. Elles sont en effet très incomplètes. En 1914, je vais insister sur ce point parce qu'on retrouve dans des copies, y compris d'ailleurs lorsque nous avions ces questions d'histoire politique au concours, depuis que j'enseigne, vous voyez que j'ai quand même quelques cheveux blancs, il y a deux questions de CAPES et d'agrégation qui ont été des questions d'histoire politique et on retrouve, et qui concernaient le 19e siècle et le début du 20e siècle, et on retrouvait mais des perles absolument incroyables dans des copies de CAPES, voire des copies d'agrégation. Donc j'insiste sur ce point, même dans de grands pays d'Europe occidentale, eh bien, en 1914, à la veille de la Grande Guerre, on ne vote toujours pas au suffrage universel masculin. Le Royaume-Uni, mais oui, le Royaume-Uni que je vous ai présenté en pointe pour l'histoire politique, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, on le verra, l'histoire sociale, l'histoire économique, l'histoire culturelle, eh bien, le Royaume-Uni n'applique pas, je vais vous dire pourquoi dans un instant, encore plein et entier le suffrage universel masculin en 1914. Et c'est le cas du Royaume d'Italie en 1914. Alors en effet, le Royaume-Uni a considérablement élargi son droit de suffrage, en particulier dans les années, alors en 3 étapes, hein, il y a eu plusieurs Reform Bills qui deviennent des Reform Acts à partir du moment où ils sont promulgués, votés et promulgués. Vous en avez eu un grand en 1832, vous en avez eu un dans les années 1860 et un autre dans les années 1880. Et à chaque fois, il y a un élargissement considérable du corps électoral, on est bien d'accord. Cependant, les Britanniques refusent toujours d'accorder le droit de suffrage, alors outre les femmes, mais là on va le voir, la généralité en Europe, mais aux fils résidant, même quand ils sont fortunés chez leurs parents, aux domestiques, et dans le cours d'histoire sociale, vous verrez que les domestiques dans les grands châteaux britanniques sont extrêmement nombreux, parfois plus d'1 millier hein, dans un seul château, et aux itinérants. Alors pourquoi alors les itinérants, parce qu'on ne peut pas les contrôler, les domestiques et les fils résidant chez leurs parents, y compris dans des familles riches, parce qu'on estime qu'ils sont soumis aux décisions, à l'autorité paternelle ou à l'autorité du propriétaire du château, du landlord, et donc aurait un vote, un libre arbitre et un vote faussé. Et en Italie, ne votent pas les analphabètes. Ils sont encore nombreux en 1914. Donc vous voyez, il y a des limites importantes, y compris dans de grands pays d'Europe occidentale. En outre, même dans les pays où le suffrage universel est théoriquement institué, il mérite rarement son nom.
Alors, ça peut paraître osé ce que je vous dis là, mais c'est une réalité, tout simplement parce qu'il s'assortit de clauses restrictives. Certaines d'entre elles, nous les avons conservées. Et je vous dirais que la plupart des historiens politiques, je crois, des politistes, des constitutionnalistes, vous diraient heureusement. Mais vous allez le voir qu'il y a des raisons plus subjectives qui font qu'on peut douter d'un suffrage universel plein et entier. Alors, pour pouvoir voter, il faut d'abord, et là je dirais c'est un petit peu normal, si j'ose dire, normal juridiquement parlant, être digne pénalement de pouvoir le faire. C'est-à-dire, on ne fait pas voter les personnes emprisonnées. Certains aujourd'hui voudraient le faire, ça présente tout un tas, je dirais, de problèmes. Mais il faut aussi remplir des conditions de nationalité pour pouvoir voter, appartenir à la nationalité du pays où l'on vote, des conditions d'âge. Le plus souvent, vous disais-je dans les premières parties, à l'époque, la majorité légale est de 21 ans pour pouvoir voter ou de 23 ans, et parfois la majorité pour pouvoir se faire élire est même plus importante, elle peut être de 25 ou de 27 ans selon le type de mandat, des conditions de résidence, des conditions également de sexe, hein, c'est ce que je vous disais, puisque les femmes, non pas au XIXe siècle, qui est un siècle en grande partie misogyne, n'ont pas le droit de vote, hein, malgré plusieurs réclamations féministes, féminines. Le mot féministe, d'ailleurs, apparaît à cette époque-là, hein, en Grande-Bretagne, au début du siècle, avant de par l'intermédiaire de la France, dans les années 1830-1840, de passer sur le continent. Alors ces revendications féminines vont être très très importantes au moment du Printemps des peuples 1848, mais plus encore bien évidemment en Angleterre avec l'apparition de ce mouvement qu'on appelle les suffragettes, hein, qui vont réclamer, parfois en faisant des grèves de la faim, parfois en faisant des sit-ins devant des bâtiments officiels ou des musées, parfois en perturbant des événements. On a en tête le derby d'Epsom où une jeune femme va traverser le champ de course en plein derby et va se faire piétiner par les chevaux, de manière à alerter l'opinion publique sur cette iniquité pour elle, qui est l'absence du droit de vote des femmes. Eh bien, au XIXe siècle, dans celui qui nous concerne jusqu'à la Grande Guerre, très peu de pays ont accepté que les femmes votent. C'est le cas en Finlande en 1906 et c'est le cas en Norvège en 1913. Et c'est tout. Alors que, outre-Atlantique, plusieurs États américains ont accordé, et parfois de façon très précoce, dès le milieu du XIXe siècle, le droit de vote aux femmes. Et que, localement, les femmes peuvent voter. Par exemple, dans l'Angleterre des années 1870, les femmes peuvent voter pour un certain nombre de décisions qui sont prises dans le cadre des comtés et également dans le cadre des communes. Mais elles ne peuvent pas le faire à l'échelle nationale. Et pour la reine de ces élections qui est au XIXe siècle, l'élection pour élire les représentants à la Chambre des communes, les élections législatives. Ça leur est formellement interdit. Notez d'ailleurs qu'il y a une régression, je dirais, d'un certain point de vue du XIXe siècle, puisque, je fais une petite incise ici, aux États généraux, en 1789, eh bien, les femmes veuves, les femmes célibataires qui possédaient des entreprises, qui étaient patronnes, eh bien, avaient pu voter aux États généraux et se prononcer dans les cahiers de doléances, et ça ne va plus être le cas dans la société française du Code civil, la société du XIXe siècle. Alors, pourquoi cela? Pourquoi? Eh bien, pour des raisons que l'on retrouve dans la plupart des États européens à l'identique, une misogynie certaine, le sentiment à gauche que la femme demeure sous l'emprise des religions, et en particulier de l'Église catholique, et que donc elle va voter à droite. Donc, si vous voulez, à gauche, on a cette réticence. Et on le retrouvera dans le fait que lorsque les choses, un petit peu plus tard, hein, je quitte quasiment le 19e siècle, se débloqueront en France,
eh bien, c'est la gauche radicale qui bloquera en fait le suffrage universel appliqué aux femmes par crainte d'un vote conservateur de ces femmes. Mais bien évidemment, réticence également à droite, parce que, alors je généralise là, bien sûr, hein, je ne dis pas que tous les hommes de droite étaient hostiles à ce vote-là, il y avait des progressistes également, et je ne dis pas également qu'à gauche, tout le monde était opposé au vote des femmes. Bien évidemment, bien évidemment. C'est des figures en Angleterre, John Stuart Mill, qui a mené dès le milieu du 19e siècle, eh bien, le combat pour le vote des femmes, et John Stuart Mill est tout sauf un révolutionnaire, c'est un libéral. Hein. Alors à droite, pourquoi pourquoi? Et là, il est très majoritaire, le refus d'accorder le droit de vote aux femmes. Eh bien, tout simplement parce qu'on pense que la place de la femme, elle est au foyer et certainement pas sur la scène politique. Alors, par ailleurs, là je viens d'évoquer les femmes, mais il y a d'autres éléments qui me font dire que en fait, la démocratisation n'est que partielle, y compris dans le cadre d'une démocratie parlementaire, eh bien, parce que la démocratie parlementaire va rencontrer des difficultés au cours du XIXe siècle. Les électeurs des couches populaires, dont beaucoup sont analphabètes, subissent plus facilement les pressions que jadis des électeurs censitaires. Vous voyez qu'il peut y avoir une forme d'instrumentalisation. Quand, au moment des régimes censitaires, le peuple ne votait pas, le problème était résolu, si j'ose dire, et de façon un petit peu cynique, par le vide. Mais à partir du moment où des masses analphabètes vont désormais voter, elles peuvent à elles seules faire basculer le vote. Donc, pour les libéraux, y compris de gauche, il y a un risque fondamental de cette instrumentalisation, je dirais, du peuple. Vous voyez que ce type de problématique est d'une certaine façon très contemporaine. Non pas qu'on ait affaire à des analphabètes, mais à des masses manipulables aujourd'hui. Alors je reviens quand même à notre objet, après cet aparté, j'en fais beaucoup, je suis désolé dans ce cours, le 19e siècle, pour vous dire que ça explique pourquoi, en Italie, par exemple, eh bien, à la veille de la Grande Guerre, les analphabètes n'ont toujours pas le droit de vote. Ajoutez-y le fait que de nombreux gouvernements européens, dans le cadre d'un suffrage universel encadré, recourent au système de la candidature officielle et ajoutez-y, alors par exemple le Second Empire en France, à l'époque de Napoléon III, entre 1852 et l'abrogation de la pratique en février 1870. Mais plus largement, le fait que les notables vont pratiquer le clientélisme à travers toute l'Europe, en particulier dans les régions de grandes propriétés foncières, et là je pense au sud, je pense à l'Espagne, et je pense également à l'Italie, toujours l'Italie, et vous avez encore l'une des raisons pour lesquelles eh bien, l'État italien, la monarchie italienne, la monarchie parlementaire refusera très longtemps le droit de vote aux analphabètes. Les pays également tardent à voter des lois pour empêcher ou sanctionner les abus électoraux. L'Angleterre, par exemple, pourtant en pointe, n'introduira le scrutin secret avec des isoloirs, avec des enveloppes fermées que l'on dépose dans une urne qu'en 1872. 1872. Et pour l'isoloir, les Britanniques sont précurseurs. L'Allemagne fera de même, mais en 1903 seulement. Et la France, imaginez, alors on utilise en France depuis très longtemps les bulletins déposés dans une urne, puis même les enveloppes déposées dans une urne. Par contre, on n'utilise pas les isoloirs. L'isoloir ne fera son apparition en France qu'en 1913, à la veille de la Grande Guerre. En outre, et je termine avec cela, la démocratisation implique de rétribuer les élus pour permettre aux moins riches de se présenter, puis de siéger. Or, de nombreux pays tardent à suivre l'exemple de la France, qui a été, alors là pour le coup, elle a été en retard pour les isoloirs, très précurseur la France, puisqu'elle a accordé une indemnité parlementaire à ses élus, dès 1848, permettant ainsi
à des fils du peuple ou à des petits bourgeois eh bien, d'exercer leur mandat. Alors, on reviendra après au début du Second Empire, enfin sous la République décennale qui précède immédiatement le Second Empire, sur ce principe, mais Napoléon III le rétablira finalement et il ne sera plus remis en cause. Et la France servira ici de modèle. Alors je termine en 2 mots ce cours numéro 4 consacré à l'histoire politique pour vous dire que, bien évidemment, j'ai terminé par des limites. Nous sommes à l'université et il faut que vous ayez un panorama complet et le plus juste possible de la réalité des faits. Mais, il n'en demeure pas moins, vous l'avez constaté, que, et c'est l'idée que je voudrais vous faire retenir en conclusion, la démocratisation des États européens au XIXe siècle est très réelle. De façon significative, les manifestations remplacent les insurrections. Entre 1870 et 1914, d'ailleurs, c'est la preuve ultime, il n'y aura que 2 grands mouvements révolutionnaires en Europe, là où ils étaient extrêmement nombreux avant 1870. J'en veux pour preuve les mouvements de 1820, les mouvements de 1830 et bien évidemment le Printemps des peuples 1848. Les 2 grands mouvements révolutionnaires de l'Europe après 1870, c'est la Commune de Paris en 1871, et encore y a-t-il un contexte très particulier puisque c'est le refus de la capitulation au moment de la guerre allemande qui fait se soulever le peuple de Paris, avec bien sûr derrière, nous sommes d'accord, hein, des revendications politiques qui avaient mûri au cours des semaines, des mois et des années précédents, mais à la base, c'est un événement militaire qui occasionne cette révolution qu'est la Commune de Paris. Et puis, alors là, pour le coup, même s'il y a un soubassement économique et social aussi très important, la révolution russe de 1905. Mais vous voyez, 2 mouvements insurrectionnels, révolutionnaires, politiques, là où il y en avait des dizaines et des dizaines avant 1870.